Fatality. Yippee-ki-yay. Et je me retrouve tout seul là et je me parle tout seul. C'est ça, la théorie du chaos. Le Padawan a dit vrai. Si on peut plus le péter sous les étoiles sans faire tomber un martien, il va nous en arriver des pleines brouettes. Bonjour tout le monde, vous écoutez PVP, Popcorn vs Player, le podcast mensuel dédié au cinéma et aux jeux vidéo, et l'inverse aussi. Ce podcast est produit par le média Balancer Streaming et animé par moi-même, Jerem Sama, en compagnie d'Arcania et de notre invité du jour, Melvin Z. La nouvelle est tombée il y a quelques jours, Furiosa, une saga Mad Max, est retirée des salles américaines un mois seulement après sa sortie, car jugé pas assez rentable, puisqu'il a rapporté 160 millions de dollars au box-office mondial, alors que son coût est estimé à 168 millions. Malgré cet échec au box-office, les retours des spectateurs et de la presse spécialisée sont eux très positifs et félicitent George Miller pour avoir su répondre aux attentes une 5e fois. Mais dans ce numéro d'aujourd'hui, nous n'allons pas nous attarder sur cet opus-là, même si on va un petit peu en parler à la fin, sans spoil évidemment. Non, aujourd'hui on va faire plutôt un petit tour des personnages imaginés par George Miller, qui a un talent certain pour créer des figures mythiques qui vous marquent au fer rouge. Alors salut Melvin, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir et merci beaucoup pour cette invitation. Alors avant d'attaquer ce sujet, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs et auditrices qui éventuellement ne te connaîtraient pas? Alors, moi, à la base, je suis graphiste, illustrateur, et je travaille plutôt dans l'image. Et puis, il y a on va dire une dizaine d'années, j'ai commencé à bosser sur la saga Mad Max dans l'idée de sortir un bouquin. Et puis, ce bouquin est devenu 3 gros livres. Et le premier est sorti il y a 2 ans. Et là, je prépare la sortie du tome 2 qui sera intégralement consacré à Mad Max 2. Sorti en fin d'année. D'accord, ok. Bon, ça arrive bientôt, quoi. Voilà. Alors du coup, pourquoi l'univers Mad Max? Qu'est-ce qui a fait que t'as voulu vraiment parler beaucoup de cet univers, t'attarder dessus, quoi? Eh ben, à la base, ça vient du fait qu'un fanzine m'avait demandé d'écrire un article sur un de mes films préférés, et j'avais choisi Mad Max parce que j'avais envie d'écrire dessus, mais c'était un film parmi beaucoup d'autres. Quand je me suis décidé à essayer de me lancer dans ce projet d'écrire un véritable livre, j'avais d'autres idées en tête. D'un côté, j'avais Cannibal Holocaust et de l'autre, Les Guerriers de la Nuit. Et je me suis dit, Cannibal Holocaust, c'est du cinéma italien. Je parle pas italien et ça a été déjà beaucoup traité. Et le cinéma et Les Guerriers de la Nuit, c'est du cinéma américain, ça a été beaucoup traité aussi. Et donc ça, je parle d'un moment où on est bien avant la sortie de Fury Road, et je me suis dit, mais le cinéma australien, c'est très peu traité, il y a très peu de choses qui ont été faites sur Mad Max, allons-y, faisons un truc sur Mad Max. Et puis à la base, ça devait être vraiment un tout petit fanzine, et ça a pris une ampleur, c'est-à-dire sur 10 ans, j'ai découvert le cinéma australien, j'ai découvert dans le détail la carrière de George Miller, et donc c'est devenu une passion, un travail, quelque chose dans lequel je passe énormément de temps, et je suis devenu un peu, le spécialiste sur le sujet. Je suis allé un certain nombre de fois en Australie, j'ai passé beaucoup de temps là-bas. Donc comme j'ai consacré énormément de temps sur le sujet, et c'est devenu un petit peu mon sujet de prédilection. OK. Et est-ce que t'as du coup alors, par rapport au personnage, parce qu'on va s'attarder vraiment sur ça aujourd'hui, est-ce que alors déjà pour commencer, est-ce que t'as un personnage préféré sur tous les opus? Est-ce qu'il y en a un qui sort du lot? Alors, si on met de côté les personnages les plus emblématiques, genre Max ou les sidekicks ou les personnages les plus importants, mon personnage préféré, c'est un personnage de Fury Road, un des lieutenants de Furiosa qui s'appelle The Ace, celui qui demande à travers la fenêtre du War Rig, demande à Furiosa qu'est-ce qu'elle est en train de foutre, où est-ce qu'on va, est-ce qu'ils vont à Gastown, est-ce qu'ils vont à la Bullet Farm. Oui, je le vois, ouais. Voilà. Et ce personnage, je l'aime beaucoup parce que il a une fonction militaire, et j'ai trouvé dès la première vision du film
qu'il agissait vraiment comme un militaire. Enfin, j'ai trouvé son personnage extrêmement crédible et extrêmement charismatique. Et j'ai eu la chance de pouvoir passer un peu de temps avec la personne qui a interprété le personnage et qui en fait était le chef de la sécurité du tournage, à qui ils ont offert ce petit rôle. Et donc le mec, c'est un ancien SAS, un ancien des forces spéciales australiennes, et c'est une véritable machine à tuer. Et donc la façon dont on le voit dans le film, c'est pas vrai, c'est pas un acteur qui essaye de jouer un militaire, c'est un véritable militaire qui interprète son rôle. Ce qui peut un peu expliquer la façon dont il parle, la façon dont corporellement il bouge. Et on le voit qu'au début, on le voit très peu dans le film, mais ce personnage m'a toujours m'a toujours fait délirer. C'est vrai ce que tu dis, c'est vrai que sur ce personnage-là, effectivement, quand il m'a marqué un peu pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que il incarne vraiment le respect de la hiérarchie, c'est-à-dire qu'il comprend pas pourquoi d'un coup Furiosa sort de la route et va dans le désert, mais il s'en fout. Enfin, il pose 2-3 questions et tu vois, c'est comme ça, c'est le plan. Et ok chef quoi. Et c'est vrai qu'il l'incarne parfaitement ça. Du coup, merci pour l'explication. Sinon, mis à part ce personnage qui est vraiment un personnage très très secondaire, je dirais sans hésiter Hugh Keays-Byrne dans le rôle du Toe-Cutter et puis un petit peu Immortan Joe, mais un petit peu moins, mais surtout le Toe-Cutter qui est probablement et puis qui est un des acteurs qui est pour moi un des meilleurs acteurs de toute la saga, tout confondu. Ouais. Ben c'est très bien, tu vois, transition parfaite, hein, parce que du coup ça nous ramène à Mad Max 1, donc Toe-Cutter, hein, qui est le méchant de Mad Max 1. Alors comme tu l'as dit, qui est incarné par Hugh Keays-Byrne et qui incarne aussi Immortan Joe dans Mad Max Fury Road. Alors c'est peut-être pas celui dont on parle le plus, hein, quand on parle de Mad Max avec des fans. En général, on ramène souvent à Tina Turner, enfin voilà, qui fait Tante NCC dans le 3, ou le Doof Warrior par exemple, le guitariste là dans Fury Road. Enfin voilà, il y a des personnages comme ça qui ressortent, mais pourtant c'est vrai que Toe-Cutter, c'est un personnage super important. En tout cas moi, c'est un de mes préférés aussi. Il incarne vraiment bien le psychopathe. Et mais c'est pas le seul perso qui est marquant, je trouve, dans Mad Max 1. Est-ce que vous aurez d'autres persos comme ça que vous auriez envie de retenir un peu de Mad Max 1? Écoute, Steve Bisley, celui qui joue Jim le gorille dans la VF. Voilà, donc moi il y a celui-là, c'est vrai que mis à part le personnage de Max évidemment, après j'en retiens pas. Le 1, c'est vraiment celui que j'ai le moins revu. D'accord. De toute la saga, donc c'est vrai que je retiens surtout le pote de Max. Qui est joué par Steve Bisley, donc Jim Goose dans la VO. Et après, le rôle de sa femme, évidemment, Joanne Samuel. Et puis il y a celui qui joue le guerrier, le fou là au tout début du film, qui je suis le Night Rider. Voilà, l'aigle de la route. L'aigle de la route. Celui-là m'avait marqué, lui, l'intro. Ce que j'allais dire, il est excellent ce personnage. L'intro est géniale. Et puis après, il y a la poursuite, justement, qui s'ensuit. Mais alors, du coup, là, on va redonner un petit peu la parole à Melvin. Donc je te posais du coup la question, savoir un petit peu quel personnage t'ont marqué en dehors de Toe-Cutter, hein, sur le premier film. Alors, sur le premier film, toute la bande des bikers, tous les gars qui sont sous les ordres du Toe-Cutter, je les trouve vraiment formidables. Le personnage de Booba Zanetti, le blond avec son casque argenté, je le trouve hyper charismatique. Et puis tous, je trouve qu'ils ont une personnalité assez forte. Et je pense qu'en partie, ça découle du choix de George Miller d'avoir choisi des gens qui venaient de la scène, des musiciens, des performeurs, des chanteurs. Il y en a 3 ou 4 de la bande qui étaient des chanteurs de rock, qui avaient fait les tournées du Rocky Horror Picture Show, des choses comme ça. Donc on a des personnages déjà un peu truculents, un peu bigger than life, et je trouve qu'il y a une cohésion. Ils sont formidables. Sinon, Steve Bisley, qui joue le rôle de Jim Goose, joue extrêmement bien son personnage. Je trouve que globalement, pour un tout petit film fait à l'arrache, qui est un premier film fait avec énormément d'acteurs débutants,
George Miller a eu énormément de chance parce qu'il n'y a pas une seule prestation dans le film que je trouve pas à sa place, ou ça jouerait mal, ou ça jouerait faux. Je les trouve tous vraiment impeccables. Ouais, du coup, avec en scène d'intro, la course-poursuite avec l'aigle de la route de Knight Rider, pareil, c'est excellent, quoi. Ce personnage un peu timbré qui crie, enfin qui hurle, qui défie la police, qui s'en fout de tout. Enfin, c'est excellent, ça aussi. Et ce qui est fascinant, c'est que l'acteur qui interprète le Knight Rider, l'aigle de la route en français, s'appelait Vince Gill, puisqu'il nous a malheureusement quitté il y a quelques années. Et pareil, j'ai eu la chance de passer pas mal de temps avec lui, et c'est fascinant parce que c'est quelqu'un qui est carrément, mais à l'opposé du personnage qu'il interprétait. Quelqu'un de hyper doux, hyper calme, qui parlait tout le temps avec une petite voix. Et vraiment, j'ai du mal à voir enfin, c'est vraiment formidable. Là où, par exemple, Hugh Keays-Byrne, qui interprète Todd Cutter, il était dans la vie exactement aussi le même genre de personnage qu'on le voit dans le film, à être vraiment quelqu'un d'imposant, très charismatique. Quand il est dans une pièce, tout le monde regarde que lui. On sent que c'était déjà quelqu'un et depuis cette époque-là, quand il était tout jeune, c'était vraiment quelqu'un de particulier, quoi, qui avait un charisme vraiment très particulier, quoi. Là où étrangement, paradoxalement, Mel Gibson était quelqu'un de beaucoup plus effacé, beaucoup plus timide. Moi, donc j'ai jamais discuté avec Mel Gibson, malheureusement, mais j'ai parlé avec c'est les gens qui ont joué avec lui, qui me disaient il était hyper timide, il était dans son coin, et bon, au final, ça marche extrêmement bien pour le film. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'on ressent ça quand on regarde Mad Max 1 aujourd'hui, qu'on voit Mel Gibson qui est extrêmement jeune, qui est très loin encore d'avoir le charisme qu'il a eu sur les années d'après, soit dans la saga Mad Max, dans les films américains dans lesquels il a joué et tout ça. On voit qu'il était vraiment au début de sa carrière, on sentait de la timidité, quoi, de la réserve dans son jeu d'acteur, quoi, qu'après il a su mettre de côté, mais c'est vrai que ça se ressent, ce côté-là. Alors du coup, vu qu'on parle de lui, on parle de l'évolution du coup dans Mad Max 2, où pour le coup c'est là où on a peut-être enfin le vrai Mad Max tel qu'on le connaît, ou en tout cas celui qui a marqué un peu les esprits, donc qui est peut-être plus héroïque, parce que sur la fin on est sur un Max vengeur à la fin du 1. On sait pas trop où il va, il repart blessé au genou, et on le retrouve donc quelques années après avec une petite prothèse, ou en tout cas un truc qui lui tient un peu le genou, et du coup en espèce de loup solitaire qui parcourt le désert. Donc je trouve que le personnage de Max est beaucoup plus intéressant dans cet opus là. C'est pour moi là où il est le plus intéressant, je trouve, parce que pour moi, c'est pas le vrai héros dans ce numéro, enfin dans ce film-là, dans Mad Max 2. Je trouve que le vrai héros, c'est plutôt celui qui le pilote là de l'autogire là, qui est interprété par Bruce Spence, puisque c'est lui qui va libérer la communauté. Et même si Max il va avoir il va avoir un rôle important, c'est pas lui le héros du film, et c'est pour ça que je trouve très intéressant, moi, dans l'espèce d'anti-héros plus appuyé que dans les autres opus, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Eh bien, alors c'est après chacun a sa sensibilité. Moi, quelque part, mon film préféré de la saga, ça reste le premier. Clairement, c'est pas celui que j'estime être le mieux fait, mais c'est celui que je trouve le plus, qui m'impressionne le plus. Et contrairement à toi, je préfère le personnage de Max dans le premier, parce que pour moi, Mad Max 1, c'est un film vraiment sur le personnage de Max, qui est pour moi un personnage déjà dès le début très torturé. Tu parlais de l'aigle de la route qui arrive en vociférant qu'il est complètement fou, etc. Mais la fin de cette scène, c'est Max qui le met en déroute, parce que Max est encore plus suicidaire que ce type qui hurle dans tous les sens qu'il est une machine suicidaire, quoi. Et en fait,
pour moi, Max c'est un pur psychopathe qui reste dans le monde à peu près normal parce que il est pris entre son coéquipier et sa femme, qui sont tous les deux des promesses de quelque part d'une sorte de monde meilleur, ou en tout cas de quelque chose oui, il pourra faire quelque chose de meilleur. C'est-à-dire que Jim Goose, c'est celui qui représente vraiment l'idéal de justice, et puis sa femme, c'est celle qui représente l'idée de la possibilité d'une vie en dehors de la route. Quand Jim Goose se fait tuer, et que sa famille se fait pareil dégager, Max se retrouve seul, et pour moi il devient vraiment le personnage qu'il était dès le début, quoi. Il s'accomplit vraiment. Contrairement à un film comme Le Justicier dans la ville avec Charles Bronson, où on a un personnage qui va complètement changer à cause d'un drame. Là, il va pas complètement changer, il va devenir qui il était sans aucune barrière, quoi. Et il termine comment? Le chef de la police, Fifi McAfee, appelle au retour d'un héros, mais le héros que va devenir Max, c'est un héros très particulier, très antipathique, qui est un véritable psychopathe, et qui termine possédé par sa voiture en torturant Johnny the Boy, qui est d'une certaine manière une victime des événements. Et puis quand donc le film pour moi se termine d'une manière extrêmement nihiliste. Et quand on arrive sur Mad Max 2, George Miller revisite, en gros réutilise son personnage et son super pouvoir, hein, sa voiture noire, pour créer quelque chose de totalement nouveau. Donc il vient de découvrir Joseph Campbell, il vient de découvrir le parcours du héros, etc. Et dans Mad Max 2, Max devient un archétype, et comme tu le disais, alors oui, plus ou moins le héros du film, mais on s'intéresse pas à lui. C'est-à-dire que tout ce qu'on va apprendre sur le personnage dans le générique, au final, dans Mad Max 2, Mad Max 3 et Fury Road, on n'en saura pas plus. On n'en saura jamais plus. Ça restera toujours le gars qui est dans le désert, abandonné dans les Landes, aéré, qui peut, genre tel Moïse, guider les gens vers la terre promise, ce qu'il va faire dans le 2, dans le 3 et dans le 4. Mais cette terre promise lui sera toujours refusée. Il est condamné à pour toujours éternellement évoluer et errer dans le désert. À la limite, la seule caractérisation qu'on a, elle est à travers son costume et sa voiture, le fait qu'il est, comme tu disais, hein, les blessures du 1 deviennent des traces. Il s'est réparé, hein, donc il s'est fait une attelle avec un système de trucs pour monter une fenêtre de voiture. Sa veste a été découpée à certains endroits. Il a un chiffon rouge autour du bras. C'est hyper cool, mais ça lui sert à pouvoir éponger de l'essence s'il trouve de l'essence qui se répand. Sa voiture est devenue nettement, il vit dans sa voiture, donc sa voiture a été modifiée, etc. Et en fait, tout ce qu'on va apprendre et tout ce qu'on va pouvoir grappiller du personnage va passer par son costume et son véhicule. Dans Mad Max 3, hein, c'est exactement pareil, un cran plus loin vers donc ça devient quasiment un bédouin habillé comme Omar Sharif dans Laurence d'Arabie, et puis sa voiture qui a disparu va devenir une carcasse de Ford Falcon montée sur un châssis de camion avec un truc par-dessus de chariot traîné par des dromadaires, quoi. Mais on saura pas plus que ça, quoi. Et donc au final, en fait, l'histoire de Mad Max 2, c'est pas l'histoire de Max, hein, c'est, comme tu le disais, l'histoire de ces colons qui cherchent c'est un mythe fondateur, hein, de ces colons qui veulent partir loin, retrouver une terre promise pour reconstruire l'humanité, et de l'homme qui est venu du ciel et qui les a aidés, et au final qui va leur apporter Max, et qui, quand Max va refuser de les aider, va sauver la vie de Max pour de force le ramener dans le camion, et qui va, en fait, c'est lui qui est au cœur de tout, hein. De la même manière dans Fury Road, pour moi, le héros, c'est pas Max, c'est pas Furiosa non plus, c'est Nux, le Warboy, qui va se rendre compte qu'il a été complètement fanatisé et qui va finir par se sacrifier pour le bien commun, et non plus pour juste sa seule gloire de rentrer au Valhalla, quoi. Donc et c'est ce que va faire Miller sur Mad Max 2, Mad Max 3, Mad Max 4, hein, utiliser Max pour parler de mythe fondateur et de tous ces autres personnages. Alors justement, on va aussi demander à Arcania un petit peu ce que toi t'en as pensé un petit peu de
de l'évolution du coup de ce personnage-là et du coup aussi des autres personnages, parce qu'il me semble que toi t'aimes bien Mad Max 2 de mémoire. Ouais, ben moi c'est le côté vraiment là on passe vraiment dans un film d'action pur jus, et c'est là où on voit je dirais la science de la chorégraphie de chez George Miller en tant que réalisateur. C'est ça qui m'intéresse, moi, c'est vraiment le parti pris d'une mise en scène super travaillée, et c'est là où tu vois disons qu'il lâche les brides dans le 2. Moi j'aime beaucoup la représentation simple mais efficace du film. Voilà, c'est un film qui va droit au but, qui est une sorte de course-poursuite à elle seule, quoi. Tout le film c'est mis à part avant les éléments se mettent en place. Non, moi il y a beaucoup de personnages secondaires, mis à part Max, qui ont dévasté par le drame qu'il a vécu auparavant. Mais c'est ce que j'adore, c'est vraiment la structure du film, quoi. Je veux dire, c'est une structure classique, hein, quelque part, mais il y a le siège, il y a la défense, ensuite il y a la fuite avec la course-poursuite dans le désert. Il y a des éléments aussi, je trouvais, de quête, de rédemption dans le film. Ça explore des thèmes universels pour moi, la survie, la solidarité, la lutte contre l'oppression. Enfin, j'ai vu plein de choses comme ça, tu vois. C'est pas un film simpliste autant qu'on le croit, en fait, si on regarde bien les personnages, parce que c'est un film qui a aussi qui montre des signes de rédemption et d'humanité aussi dans le film. Ça ajoute pour moi une profondeur émotionnelle, et c'est ce que j'ai ressenti en voyant le film à l'histoire. Et je trouve que bien sûr, au-delà de la mise en scène de Müller qui justement excelle dans les scènes d'action, en plus on sent que là tout est fait en practical, évidemment, in situ, quoi, tu vois, et ça c'est génial parce que pour l'époque c'est une sacrée claque. J'imagine moi j'étais gamin, je suis né en 77, donc j'avais 82, c'était j'avais 5 ans, tu vois, donc j'imagine le plaisir que tu devais découvrir à Avoriaz quand il a eu le Grand Prix d'ailleurs. Puisque Mad Max 1 avait déjà eu le prix spécial du jury à Avoriaz, donc il revient en force avec celui-ci. Il enchante vraiment tout le festival parce qu'évidemment beaucoup avaient peu de vues de films d'action d'un tel type, quoi, aussi qui rentrent dans l'art. Et puis il y a des personnages secondaires, comme tu dis, qui m'intéressent énormément. Moi, je pense aussi à Emil Minsky, le gamin, l'enfant sauvage. Je l'adore, même si on le voit pas assez, tu vois. Mais le peu qu'il apparaît, c'est déjà une scène mythique à elle seule, qui reste dans les mémoires quand tu vois Mad Max 2. Il y a aussi, bien sûr, la guerrière de la route qui l'accompagne dans la poursuite finale. Cette femme un peu amazone, je dirais, dans son style, qui va aider Max qui va les aider quand il va prendre la citerne, parce que c'est lui qui conduit la citerne. Et donc il y a cette femme guerrière qui va l'aider sur le toit, qui malheureusement elle va se faire tuer, mais dans un geste vraiment héroïque, hein, on va dire. Donc il y a vraiment aussi le personnage qui gère aussi la ville des colons, à qui Max en premier refuse son aide, parce que comme disait Melvin, c'est un personnage solitaire qui veut rester l'homme qu'il est, c'est-à-dire quelqu'un qui erre sur les routes, quoi, et qui continue son odyssée sans vraiment être vraiment heureux, hein, quelque part, de vivre cette situation. Pour moi, hein, c'est comme ça que je le ressens. Mais après, il y a aussi le personnage, faut pas oublier, Bruce Spence, que j'adore, qui est l'hélicoptère man, là, comment il s'appelle? Oui, c'est ça. Le pilote de l'autogire. Le Giro de l'autogire, ouais, qui lui aussi se fait. Alors j'adore la scène quand pendant la course poursuite, son autogire se fait planter, il se casse la gueule d'une manière assez hallucinante, et il s'en sort heureusement. Mais voilà, il y a tout un tas de persos secondaires, et puis son chien. Son chien, moi j'adore son chien. Et un peu ce qu'il ramène aussi en tant que tel à un personnage qui reste quelque part humain, tu vois, parce que son chien il l'aime, et tu vois bien quand il lui donne à manger. D'ailleurs le chien attend sagement, tu sais, qu'il lui donne sa boîte de conserve, tu sais, même s'il lui donne le four de la boîte. Mais tu vois, il y a quand même une atmosphère immersive, crédible, voilà. Et puis il y a Vernon Wells. Comment on peut oublier Vernon Wells, qui lui aura fait une carrière aussi délirante dans Les Méchants. Vernon Wells, je l'adore, avec sa crête. Quand il regarde comme ça, il fait ça et tout, là, tu vois, sur la scène du début, là, tu vois, il a une façon de chercher l'ennemi, tu sais. Et Max, Max, c'est vraiment, et puis Humongus, bien sûr. Humongus, le roi, celui qui veut investir cette colonie, quoi, et qui fera tout pour. Et
Et voilà, Humongus est un personnage mythique aussi. Quand il s'adresse et que tu vois, il dit, tu vois, par exemple, cette scène excellente quand Humongus s'adresse et qu'il déchaîne sa fureur et que tu vois les éléments, la tempête et tout autour de lui, tu vois, une sorte d'effet visuel, c'est où. Oui, oui. Tu vois, et quand ils sont autour du feu, ces guerriers ils préparent la bataille contre les colons voilà, qui se préparent donc à l'assaut. Voilà. Il y a aussi un côté général Custer, tu vois, qui défend ses troupes avec ses colons, tu vois, et parce qu'ils savent que l'assaut est imminent, quoi, et que ils seront obligés de bouger, quoi, pour pouvoir s'en sortir. Voilà. Après, c'est vrai que voilà, par rapport à ce que tu dis, par rapport à tous ces personnages, même par rapport à ce que Melvin a dit, ça a été tellement marquant, surtout à l'époque, là, toute cette, j'ai envie de dire cette identité visuelle unique, en tout cas à l'époque où t'avais déjà ce côté des Badlands, voilà, ces grandes terres désertiques, avec ces personnages où t'en avais qui étaient vraiment habillés, enfin qui étaient inspirés directement du steampunk, d'autres qui étaient plus limite sadomasochistes avec des habits à moitié à poil, avec des trucs en cuir, des masques et tout. Derrière, ça a été tellement fort à l'époque que ça a directement vraiment inspiré des œuvres, voilà, cultes de la pop culture, hein, comme Canon Survivant, voilà, créé par Tetsuo Hara. Ça, même aujourd'hui encore, il y a des jeux comme Fallout, voilà, qui s'inspirent un peu. T'as parlé du chien, c'est du berger allemand. Ça, voilà, c'était tellement fort que ça a vraiment derrière envahi un petit peu la pop culture, en tout cas certaines œuvres, et enfin les inspirer directement. Donc, comme tu dis, le Seigneur Humongus, que ce soit Wes, que ce soit d'autres personnages qui ont été très marquants comme ça. Et c'est ce qui va donner derrière toute l'entité de la série sur la suite. C'est-à-dire que les opus vont vraiment rester sur cette trame-là, sur cet univers-là, vraiment, où toute inhibition disparaît, où tu sens vraiment l'humanité qui a basculé dans autre chose. Et du coup, ça nous ramène du coup sur le 3e opus. On est de mémoire 3 ou 4 ans après, si je dis pas de bêtises. Non, peut-être plus. Après l'histoire du 2. Le 2 est tourné en 1981. Il sort fin 81 en Australie, au Japon, et en 82 dans le reste du monde. Et ils vont tourner Mad Max 3 en 1984. Et il sortira en 85. D'accord. Alors du coup, là, on retrouve Max qui va croiser la route d'une communauté qui est dirigée d'un côté par Tante Antiti et j'ai plus le nom du duo des frères là. Master Blaster, merci Melvin. Oui, on n'a pas les spécialistes pour rien. et du coup, voilà, pareil, un épisode où on a encore des personnages hauts en couleur qui sont très marquants. Bon, forcément Tina Turner, elle assure, elle a au-delà du physique qu'elle a, où elle en impose déjà, mais il y a aussi sa voix. Enfin, si on regarde le film en VO, vraiment, sa voix porte, hein. C'est une constante vraiment importante qu'on n'a pas du coup dans la VF, c'est dommage, mais voilà, ça vraiment, il faut voir le film en VO parce que tu attends pour ça. Elle a vraiment une aura très différente dans le film original, enfin en version originale. Et après voilà, on a à côté de ça, je trouve peut-être moins de personnages en nombre qui sortent vraiment du lot par rapport aux 2 par exemple, ou au 1 ou au premier, mais en tout cas voilà, on a quand même des personnages encore forts une fois de plus dans cet opus là, et je sais pas vous, voilà Melvin. Pour moi il y a une différence entre le Mad Max 2 et Mad Max 3, évidemment, c'est notamment dans son casting. On l'a pas dit sur Mad Max 2, mais le casting il est absolument prodigieux, c'est-à-dire que pour les colons et pour les rôles principaux, ils ont George Miller a à nouveau pris des personnages issus du théâtre ou de la musique mais à chaque fois des gens qui avaient déjà une personnalité très très forte, et la plupart des bad guys, hein, de la bande des gars de la bande d'Humongus sont interprétés par des mecs de Broken Hill, la petite ville minière où ils ont tourné le film. Donc c'est pas des acteurs qui sont maquillés ou des figurants, ou c'est juste des vrais durs, des vrais lascars qui sortent de la mine et qui sont habillés avec des costumes pas possibles, mais qui ont tous des gueules
pas possible on le voit, ça rend le film, ça donne une authenticité au film que tous les plagiats qui vont avoir lieu dans les années qui suivent n'auront pas. Et pour Mad Max 3, d'un coup, le film est tourné à Sydney, c'est essentiellement des acteurs beaucoup plus classiques, et on perd un petit peu de cet esprit qui participait à rendre Mad Max 2 parfaitement unique. Alors c'est un des soucis que le film 1, hein, c'est pour la plupart des gens c'est le moins aimé. Moi de mon côté, je préfère voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Donc il y a plein de choses que j'aime beaucoup dedans. Et par exemple, j'aime beaucoup la séquence avec les gamins, qui est généralement la plus décriée, mais je trouve que c'est vraiment la plus intéressante du film, et surtout le passage où la gamine raconte leur histoire, leur mythologie par des peintures rupestres qu'elle met en scène par un cadre en bois qui représente une sorte d'écran cinémascope. Je trouve que l'idée elle est prodigieuse. Pour moi c'est une des meilleures idées de toute la carrière de George Miller. Il y a plein de choses qui vont pas forcément, c'est très discutable, mais l'idée en soi elle est vraiment formidable. Après, je suis nettement moins fan de Angry Anderson, le chanteur de Rostatu, que je trouve un peu palo par rapport à tous les autres personnages. Et puis sinon il faut noter que le nain qui joue Master, Angelo Rossito, le gars a joué dans Freaks de Todd Browning, quoi. Il a commencé sa carrière dans les années 20, et Mad Max 3 est un de ses derniers films, quoi. Donc il y a quand même des choses. Et puis oui, le choix de Tina Turner, qui est un choix plutôt surprenant, plutôt baroque par rapport à Hugh Keays-Byrne et Shane Nielsen qui faisaient Humongous, mais c'est un choix que je trouve particulièrement audacieux et particulièrement intéressant. Et du coup, on va enchaîner sur Fury Road. On a les Warboys, on a Immortan Joe, on a Furiosa, on a un nouveau Max, on a les femmes du désert, on a les vierges, on a tout un arsenal de personnages très forts, je trouve. Et on a, tout à l'heure je l'ai parlé, le guitariste furieux avec ses flammes et tout. Enfin, il y a tout un imaginaire qui est rajouté, qui était pas dans les anciens et qui est super fort, qui pour moi écrase ce qui a été fait avant par George Miller. Est-ce que ce Fury Road qu'on attendait pas forcément à ce niveau-là, j'ai envie de dire, est-ce qu'il vous a surpris à l'époque? Est-ce que c'était une bonne surprise, une mauvaise surprise? Alors moi c'est un petit peu compliqué parce que j'avais suivi la pré-production pendant des années. J'étais en Australie à l'époque où il le tournait en Namibie. On m'avait montré plein de photos des véhicules, des photos de tournage. Donc j'avais une idée, je me faisais une certaine idée du film. J'ai quand même été extrêmement surpris par le ton général du film, que je trouvais vachement plus fantasy, beaucoup plus métal hurlant. Je trouvais qu'il y avait une évolution. Il y avait une évolution, de la saga, mais d'un coup, alors que Mad Max 3 allait vers quelque chose de plus Amblin, Spielberg, les Goonies, pour caricaturer un petit peu, avec Fury Road, on partait vers quelque chose de beaucoup plus sauvage, mais de beaucoup plus pop et délirant. Donc tu t'as cité tout un tas de personnages, mais en fait t'as tout à fait raison. Il y a un nombre incroyable de personnages. T'as oublié par exemple le Bullet Farmer et le People Eater, le chef de Gastown et le chef de la Bullet Farm, qui sont deux personnages absolument. Le People Eater, cette espèce de caricature de capitaliste avec les tétons à l'air et un masque à gaz au niveau du sexe avec le tuyau du masque à gaz qui pendouille. On est là, qu'est-ce que c'est que ces idées? Mais qu'est-ce que c'est? Je trouve que il y a un côté tordu, bizarre, Freaks en fait, j'imaginais pas que le film allait être aussi bizarre, Freaks et sur ce terrain-là. Mais sinon, moi, la chose qui m'a le plus impressionné, c'est toute la religion des Warboys, tout le culte du V8, de mettre ces 8 doigts en V pour faire le logo du V8, toute le vocabulaire, les expressions qui ont été inventées, qui est pour moi un hommage aux premiers fans du premier Mad Max, à tous ces petrolheads, ces gens qui étaient
fascinés par les muscle cars et les moteurs V8 et qui ont vu dans Mad Max l'expression idéale de leur passion pour le film et qui ont voué un culte au film absolument délirant. Et quelque part je retrouve cette énergie un peu discutable, on dira, mais il y a tout ça dans le film. Et puis tout le vocabulaire, hein, quand par exemple une des épouses en parlant des munitions dit Angara de les appeler des anticides, des antivirales. Tu les plantes dans quelqu'un, tu le regardes mourir. C'est magnifique. On n'a pas assez dit par rapport à Fury Road. Effectivement, c'est un film. La direction artistique est hallucinante, la mise en scène, le montage, etc. Mais les dialogues sont extrêmement bien écrits en anglais en tout cas, parce que la version française c'est une catastrophe. En anglais, tous les personnages chaque fois qu'ils s'expriment, c'est hyper bien écrit, hyper fin. Toute cette invention du langage, elle est mais c'est hyper poétique. Je trouve ça mais vraiment réussi. Hein. Toi, Arcane, est-ce que t'as des persos, est-ce que t'as un perso plus qu'un autre qui ressortent pour toi dans ce film? Est-ce que t'aimes bien Max dans ce film-là? Bah moi ça a été très dur de voir de ne plus voir Mel Gibson dans le rôle quoi. Parce qu'il incarne tellement pour moi l'icône enfin c'est vraiment c'est comme si t'enlevais Harrison Ford aussi à l'époque on disait on voit pas un autre Indy que Harrison. Bah là c'est vrai que finalement je trouve que Tom Hardy il est très bien, très correct dans le rôle. Bien sûr, voilà, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. En plus, il est pas vraiment le personnage principal pour moi dans le film. C'est pas lui vraiment sur lequel on s'attarde. Il est là, il est présent, il a pas énormément de dialogue, mais il compte quand même. Tout passe par les regards, moi je trouve qu'il est très bien quand même. Il s'en sort bien dans le personnage. Et puis moi, c'est surtout Furiosa quoi. Furiosa vraiment, c'est ce qui fait que j'ai adoré ce film. C'est vraiment le perso de Furiosa. Qui efface presque, je dirais pour moi, hein, mais c'est mon ressenti, Max. Ah, complètement. Et qui lui donne vraiment un charisme fou avec Charlize Theron. Voilà, donc non, mais c'est un pur plaisir ce film. En plus, c'est une boucle, quoi. Tu vois, ils partent dans le désert pour revenir au point de départ, quoi. Et finalement, voilà. Et non, il y a une intensité, c'est magnifiquement filmé, c'est une tuerie absolue, quoi. Revenir. Mais pourquoi avoir attendu aussi longtemps, par contre, 30 ans? Alors, ça, je peux te dire tout simplement, hein, c'est que après Mad Max 3, ils vont essayer de faire une série télé qui va capoter parce que l'acteur principal qui devait remplacer Mel Gibson a eu un accident de voiture abominable et s'est retrouvé dans le coma. Après Miller a fait Les Sorcières d'Eastwick qui a été une catastrophe pour lui, donc il a mis de côté la réalisation pendant quelques années jusqu'à revenir à l'époque pour Lorenzo et Babe 2 et à ce moment-là ils ont essayé de relancer une autre série télé Mad Max et puis ils ont abandonné l'idée et ils ont lancé la pré-production de Fury Road en 1996. 1996, on est 10 ans après Mad Max 3, donc c'est pas tout à fait la même histoire. Ils étaient prêts à tourner le film en 2002 et puis ça a été annulé à cause d'une des guerres en Irak. Et puis le film est rentré dans un enfer de production, de pré-production qui il devait être retourné il devait tourner en 2009 et puis c'était annulé à nouveau et donc ils ont fini par tourner le film en 2012, ce qui explique ce gap énorme. Mais tu vois, je vais revenir juste sur un truc que tu as dit tout à l'heure. Tu as évoqué Indiana Jones. Et tu dis, on n'imagine pas Indiana Jones sans Harrison Ford. Quelque part, je suis tout à fait d'accord. Mais par exemple, j'ai vu le dernier Indiana Jones qui n'est pas réalisé par Steven Spielberg, mais avec Harrison Ford. Et quelque part, ça fait de la peine, là, tu vois, entre un Indiana Jones avec Harrison Ford réalisé par quelqu'un d'autre que Spielberg et un Indiana Jones réalisé par Spielberg mais avec un autre acteur, je suis pas sûr. Enfin, je pense que un Indiana Jones avec un autre acteur réalisé par Spielberg me semble plus proche pour moi de ce qu'est l'essence même de Indiana Jones que Harrison Ford avec le costume réalisé par quelqu'un d'autre. Et quelque part, on aurait Mel Gibson dans le costume de Max, mais réalisé par James Mangold, on n'aurait pas un Mad Max. Alors que pour moi, Fury Road, c'est clairement un Mad Max. Après, voilà, évidemment, on aurait tous préféré que ça soit Mel Gibson qui reprenne le rôle, ça c'est clair. Mais bon, au bout d'un moment, il faut aller au-delà il était peut-être trop âgé déjà aussi à l'époque. Il était pour le tournage de
quand ils l'ont finalement tourné, non seulement il était trop âgé, il voulait plus le faire, et puis Miller avait plus envie de le faire avec lui. Donc il y a tout un tas de raisons. D'accord. Mais voilà. Ouais, c'est normal. Et du coup, c'est ça qui a un petit peu introduit la théorie chez les fans, parce qu'en fait, il faut savoir aussi que Mad Max, il y a l'univers étendu, hein, il y a des BD, il y a des choses à côté des films. Et c'est ça qui a un petit peu introduit derrière l'idée que Max est en fait pas à chaque fois le même personnage, mais que c'est juste un loup solitaire, mais que à chaque fois c'est quelqu'un de différent. Bah, George Miller, il considère que c'est des histoires. En fait, les films sont des films qui sont racontés par des personnages du film. Oui. Le Furiosa est raconté par l'Historyman. Mad Max 2 est raconté par le Feral Kid, où on apprend à la fin qu'en fait c'est une sorte lui aussi d'Historyman, de proto-Historyman. Le Mad Max 3 se termine par le discours, la narration de la gamine de la tribu des enfants. Donc George Miller considère que ces films sont comme des histoires qu'on se racontait autour du feu, donc on peut imaginer qu'à chaque fois c'est un Max différent, ou après, de manière un peu pragmatique, il y a une continuité évidente entre Mad Max 1, Mad Max 2 et Mad Max 3. Et si Fury Road avait été réalisé avec Mel Gibson, on aurait eu un film à 80% similaire, et on considérerait que c'est Mad Max 4 quand même si au niveau de la temporalité, c'est de plus en plus compliqué. Mais bon, moi j'ai l'impression comme je le disais tout à l'heure, c'est cette temporalité, c'est que plus on avance dans la saga et plus on part vers le fantastique. Donc en fait, c'est pas tant qu'on part loin dans le futur qu'on part loin sur le côté dans un monde parallèle fantaisiste, quoi, où les gens s'habillent de manière absolument délirante. Personne ne s'habille comme ça. Déjà dans Mad Max 2, c'est quand même très 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 limite, même si les costumes sont faits par Norma Morrisseau, qui est la meuf qui faisait les costumes des Sex Pistols. Donc et ils ressemblent à la contre-culture punk des années 70, où t'avais un mélange de trucs chelous et de choses issues du bondage, des trucs en cuir, etc. Ce que la scène punk a un peu perdu après, à partir du début des années 80, quand il y a eu le revival Punk's Not Dead en 82, etc. Mais la base même du punk en 75, 76, 77, c'était quelque chose qui ressemblait à ça. Mais dans Fury Road, on est dans le costume de Immortan Joe, par exemple. Quand j'ai vu les premières photos du costume, moi, ça m'a fait penser à Skeletor. C'était les maîtres de l'univers, quoi. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est comme ça qu'ils vont l'habiller, Yuki's Burn. Vraiment, ça me semblait absolument ridicule. Et quand j'ai vu le film, j'ai acheté le truc direct. J'y ai cru au personnage, l'interprétation, parce que t'es dans un univers, c'est-à-dire que le même personnage avec le même costume dans Mad Max 1 ou dans Mad Max 2, je suis pas sûr que ça marche. Là, clairement, ça fonctionne parce que tout est poussé, les potards sont poussés à 12 dans tous les sens, quoi. Donc non, ça fonctionne, hein. Alors du coup, ça nous amène à Furiosa, une saga Mad Max qui est sortie là récemment, il y a un petit mois, et du coup qui est centré vraiment sur Furiosa. Et on va à la suite de son enfance jusqu'à le début de Fury Road, hein, quasiment, voilà. Donc ça met le contexte, et ça creuse vraiment son passé. On comprend pourquoi le personnage était à Fury Road, pourquoi elle s'est évadée. Enfin, on a toute l'explication. Ça comble des brèches qu'on n'avait pas, voilà, des trous scénaristiques qu'on n'avait pas. Et ça creuse à mort aussi le lore, la Fury Road avec l'usine qu'on voyait au bout de la route, on savait pas ce que c'était. Enfin, maintenant, on se doutait parce que dans Fury Road c'était évoqué, mais voilà, on n'avait pas les détails de qui était au pouvoir, les relations entre les différentes factions et tout. Maintenant, tout ça, on sait un peu mieux ce qui s'est passé en tout cas. Et là, on a encore des bons persos, quoi. On a Dementus, qui est un nouveau perso, qui est incarné par Chris Hemsworth. Voilà, le Thor de chez Marvel, qui nous sort quelque chose de différent, mais qui marche bien. Moi, perso, je l'ai bien aimé, ce perso. Alors, je l'ai vu en VF, hein, du coup, c'est compliqué. Moi, je suis dans le sud de la France, à Marseille. C'est dur d'avoir des cinémas de la VO. mais voilà, ça passait quand même en VF. Et pareil, du coup, hein, Melvin, hein, je vais te le lancer, hein. Est-ce que t'as bien aimé ce nouveau perso? Eh moi, c'est vraiment ce que, c'est en fait, moi, c'est la surprise, du film.
évidemment, on savait que ça allait suivre la vie de Furiosa de son enfance jusqu'aux prémices jusqu'à avant Fury Road, mais je m'attendais pas à ce que Dementus ait une telle importance. Je pense même que c'est quelque chose qui arrivait en cours de production parce que le premier jet du film, il avait un rôle plus réduit, là où Praetorian Jack, l'autre guerrier de la route avec qui que Furiosa va rencontrer, avait un rôle beaucoup plus important. Et puis finalement, dans le film, le scénario qu'ils ont finalement tourné, le rapport de force s'est inversé et comment dire, l'importance qu'a Dementus pour moi repose sur la relation que les deux personnages entretiennent. Pour moi, le personnage de Dementus est un personnage absolument fascinant parce que il est à la fois c'est une sorte de nouveau Humungus parce que c'est un chef, un warlord qui a réuni derrière lui tout un tas de gangs différents, avec un mec qui lui fait la retape, genre qui le présente comme si c'était une star du catch, exactement comme Humungus. Et puis alors sans spoiler, mais le climax du film qui est tout à fait particulier et totalement inattendu totalement inattendu, on dira. On comprend que Dementus c'est pas que une nouvelle itération d'Humungus, c'est aussi une nouvelle version de Max, un personnage qui a été consumé par le chagrin, consumé par le deuil, consumé par la vengeance et qui est condamné comme Max à errer dans le Westland. Et on voit différentes manières qu'ont ces personnages de gérer cette errance. Et là où Max est un personnage totalement nihiliste qui refuse la compagnie des autres, qui refuse d'aider les gens, enfin qui est pas hyper engageant, enfin qui est pas hyper joyeuse à l'idée d'aller vers les autres, etc. Dementus, lui, c'est un personnage qui a décidé de devenir un super méchant, de mettre des gens derrière lui et puis d'essayer de faire des choses. Il est constamment dans le moment présent. Il aimerait bien faire des trucs, mais au final, ça marche jamais vraiment. Il fout le bordel partout où il va. Mais dans la relation qu'il y a entre Dementus et Furiosa, en fait, on comprend. Je trouve que c'est en ça que Furiosa est une préquelle absolument fascinante, c'est-à-dire qu'il enrichit énormément le personnage de Furiosa, de Fury Road, pas forcément parce qu'on apprend qu'elle était genre on a vu la Green Place ou des péripéties qu'on a, c'est que on comprend pourquoi est-ce que Furiosa elle s'accroche à l'espoir et d'un coup ça on comprend la scène où elle découvre que la Green Place n'existe plus d'une manière encore plus intense et il y a deux personnages qui lui disent ça sert à rien l'espoir, abandonne tout espoir. C'est Dementus dans Furiosa et c'est Max dans Fury Road. Et quelque part, je trouve que ça enrichit et ça rend là où en voyant juste Fury Road, on pouvait voir le personnage de Furiosa comme une sorte de double féminin de Max. Avec Furiosa, on comprend que c'est pas du tout la même nature de personnage. Que l'un a abandonné tout espoir et juste un animal nihiliste qui erre tout seul dans le désert, là où l'autre s'est accroché à cet espoir pour refuser de devenir comme Dementus ou comme Max finalement. Et donc je trouve que ça change quelque part un petit peu la nature de l'histoire de Fury Road, ça la réoriente d'une manière un peu différente et je trouve ça absolument fascinant. Et la grande scène de dialogue qu'il y a entre Dementus et Furiosa, quelle idée prodigieuse. Et donc si tu l'as vu en VF, et donc là à tous les gens qui m'entendent et qui l'ont vu en VF, redonner bien sûr la chance au film en version originale parce que c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien interprété. Les bikers au début qui enlèvent Furiosa, leurs lignes de dialogue sont génialissimes et la façon dont ce qu'il appelle le Roubilly quand il arrive avec la gamine et puis qui dit genre non mais moi je veux le dire, je veux voir directement Dementus, c'est absolument
c'est absolument génial, hein, vraiment. C'est quel plaisir encore. Alors je le trouve un peu moins bien dialogué que Fury Road, un peu moins peaufiné, mais ça reste et surtout la performance de Chris Hemsworth, elle est je le trouve absolument génialissime dans le rôle, quoi. Et étonnamment, hein, je terminerai là-dessus par rapport à Dementus, c'est que des gens ont dit genre mais il a une cape rouge, il a un machin, ça ressemble à Thor, etc. Le personnage était déjà designé comme ça des années avant que ça soit Chris Hemsworth qui récupère le rôle. Donc on est vraiment c'est comme ça que George Miller et ses storyboarders voyaient le personnage. Surtout qu'il évolue physiquement dans tous les cas tout au long du film, voilà. Mais ce qui est intéressant aussi, je trouve, par rapport aux personnages dans ce film-là, c'est qu'on creuse aussi les persos qu'on retrouve, qui étaient déjà dans Fury Road et qu'on retrouve, comme Rictus Erectus, qu'on voit une autre facette de sa personnalité, un peu plus chelou. Bon, il était déjà chelou, mais encore un peu plus dérangé. Il y a un personnage qu'on voit pas, c'était comment il s'appelait déjà, Corpus Colossus, quelque chose comme ça. Ça fait partie des incongruités du film. La History Woman, Miss Giddy, Corpus Colossus, c'est des personnages qui ont disparu, qui apparaissent dans Fury Road, mais qui ne sont pas dans Furiosa. Alors, est-ce que c'est un problème de continuité ou est-ce que c'est des cartouches en réserve pour le troisième film, The Wasteland, qui se passe lui aussi juste avant les événements de Fury Road? Tant qu'on n'a pas vu The Wasteland, c'est difficile de trancher entre l'erreur de continuité et le truc préservé pour un autre film. En tout cas, si on reste à ces deux films-là, effectivement, il y a un souci de continuité, hein. Mais sinon, oui, il a, avec Furiosa, il élargit le Wasteland. Il fait pour moi la même chose que il a fait avec Mad Max 2, avec Mad Max 3 par rapport à Mad Max 2, hein, qui est un élargissement du Wasteland. Et puis surtout, il le politise, hein. C'est-à-dire que on a vraiment le sous-prolétariat, les impérators qui étaient hyper charismatiques dans Fury Road. On se rend compte qu'en fait, c'est juste des routiers, quoi. La citadelle Gastown, la Bullet Farm, la citadelle, qui passent leur temps à faire le même trajet, à trimballer des choux pour ramener des munitions, pour aller ramener du lait, pour ramener des machins. Enfin, c'est vraiment des purs routiers. Et puis on voit Gastown en grève, etc. Il y a des idées qui sont absolument mais géniales, quoi. Et ouais, cet élargissement, c'est pas qu'un élargissement, c'est-à-dire que on change aussi un peu la nature des personnages et des gens qui interviennent dans cet univers. Tu parlais, et juste je termine là-dessus, hein, mais tu parlais de Rictus. Je trouve ça fascinant la façon dont il creuse un peu le personnage, et la façon dont tous les personnages semblent tous souffrir d'une terrible solitude. Que ça soit les mecs et les bikers de Dementus, que ça soit Dementus lui-même, Furiosa, Rictus, etc. Ils ont tous l'air d'être déprimés, seuls, au bout du rouleau, quoi. Et je trouve qu'il y a un côté, une espèce d'amertume et un côté un peu, une espèce de tristesse qui se dégage du film que j'avais pas anticipé et que je trouve hyper bien foutu. Donc là, par exemple, on a beaucoup parlé de Dementus, mais est-ce que tu trouves que ce qu'apporte Anya Taylor-Joy à Furiosa est plus intéressant peut-être que Charlize Theron, ou est-ce que t'as trouvé ça, est-ce que tu préfères toi la Furiosa de Fury Road? Alors moi, clairement, je préfère vraiment l'interprétation de Charlize Theron. Ouais. Et je suis pas à 100% convaincu par Anya Taylor-Joy, sans dire qu'elle fait un mauvais boulot ou que c'est raté ou quoi que ce soit. Je trouve qu'elle manque un chouïa de charisme. J'ai trouvé par exemple la performance de la gamine Ali Labron vraiment impressionnante. Elle m'a impressionné, et je suis moins. Après, d'un autre côté, ça correspond aussi au personnage qui est pas la Furiosa telle qu'on la connaît dans Fury Road, mais qui est une gamine, une adolescente, une jeune adulte qui est réservée, repliée sur elle-même, etc. Mais dans tous les cas, je trouve que physiquement, il y a quelque chose qui manque, là où je trouve que le reste du casting est vraiment génial, que ça soit Dementus ou les, comment dire, les personnes, genre
Octobos, le gars, il a 3 scènes et tout le monde se souviendra de lui. Ouais. Et il a chaque fois qu'il dit quelque chose, là, tu fais genre mais quelle réussite quoi. Et j'ai pas eu cette. En fait, pour moi, c'était pas totalement évident. Là où pour Chris Hemsworth par exemple c'est vraiment évident qu'il bouffe tout quoi. Je suis un peu plus je trouve ça un peu plus discutable sa performance, mais comme je le dis sans que ça soit pour ça soit honteux ou que ça soit raté ou ça me pose pas plus de problèmes que ça, mais j'aurais aimé être subjugué ou être vraiment hyper impressionné quoi. Et est-ce que toi, Arcania, t'as le même ressenti que Melvin sur ça? Bah, pas surtout. Là, je suis pas. Il y a des choses que je partage pas avec Melvin. Par contre, là, je suis désolé, mais moi, mon ressenti, c'est que Anya Taylor-Joy, justement, elle crève l'écran, quoi. Pour moi, tout ce que tu vois dans Dementus, moi, je le retrouve pas, quoi. Moi, j'ai pas été convaincu par ce que j'ai vu par Chris Hemsworth. Même si je trouve qu'il est très bon dans le rôle, pour moi, il est très verbeux, son personnage, quoi. Mais tu l'as vu en version originale. Bien sûr, mais il n'empêche que le film est très verbeux par moments. Il y a des scènes qui, parfois, j'ai l'impression qu'il surjoue des fois Dementus à l'écran. Et moi, je le vois, Chris Hemsworth, je vois qu'il, bien sûr, il est bon, mais par exemple, à contrario, tu vois, Anya Taylor-Joy, je trouve que c'est une actrice hyper talentueuse, douée, qui va devenir une grande actrice pour moi. Parce que, justement, dans les silences, elle est déjà, pour moi, elle existe. Et ce qu'elle fait de Furiosa est tout à fait différent de ce que Fury Road était. Mais moi, j'ai pas été voir le film en me disant, je vais voir du Fury Road. Je savais que j'allais voir un film différent. Et là-dessus, je suis parti là-dessus. Moi, je trouve que le film est un poil trop long. 2h30, moi je pense qu'il aurait pu le boucler en 2 heures ce film-là, parce que il y a peut-être non mais après c'est mon ressenti. C'est moi je pense qu'on pouvait faire aussi un film, je veux dire efficace. Alors bien sûr les scènes d'action, toujours la maîtrise de la mise en scène incroyable, peut-être un peu plus de CGI par moment qui peuvent se voir sur certaines scènes. Ouais. Il y en a nettement plus. C'est pas grave, ça me dérange pas. Les scènes d'action sont époustouflantes. En termes formels, c'est une tuerie, quoi. Je veux dire, j'ai pris ma claque, il y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'en termes de scénario, j'ai adoré voir bien sûr les origines de Furiosa, l'évolution du personnage quand elle est gamine et tout. Et t'as raison, Melvin. La gamine qui joue Furiosa jeune est absolument géniale aussi, une super direction d'acteur. Mais après, justement, la confrontation Dementus Furiosa, pour moi, elle est vraiment de plus en plus, je veux dire, justifiée par l'intensité qui va arriver au point culminant justement de la fin. Et Dementus est un personnage absolument génial, mais très franchement, il y a un truc qui me dérange parfois dans l'interprétation de Hemsworth, qui en fait des tonnes, quoi. Et peut-être que justement parce qu'elle en fait beaucoup moins, Anya Taylor-Joy, moi j'y crois un peu plus à elle. Et je la trouve absolument dans ses silences, dans ses regards, dans sa façon de combattre. Je vois Furiosa. Vraiment, je vois pas une nana simplement qui, je la vois vraiment. Et tu vois comme quoi l'interprétation est très différente. Hein. Mais attends, alors moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Enfin, je suis d'accord qu'on n'a pas le même ressenti, mais la façon dont je vois les choses, c'est invalide absolument pas ton interprétation. Enfin, la façon dont tu les vois de ton côté. Ouais, j'ai déjà vu le film un certain nombre de fois et plus je le vois et plus je suis fasciné par à la fois le personnage et l'interprétation de Chris Hemsworth, quoi. Donc ça, c'est clairement, il est bon. Si c'est, enfin, je veux dire, chacun voit, comment dire, le film à sa porte. Par exemple, j'ai beaucoup plus de problèmes avec la grande scène d'action au milieu, la grande attaque du Warrig. Là où énormément de gens trouvent que cette scène est absolument prodigieuse. Il y a des moments dedans que je trouve super chouettes, hein, quand les Morty Flyers d'un coup genre sautent de la moto, partent en espèce de ski nautique là, enfin sur ça c'est génial ça. Pour ouvrir leur parachute et hop partir dans les airs avec la caméra qui monte, c'est mortel. La façon dont Octobos arrive par petites touches dans le fond du plan
méchant. Je trouve ça hyper chouette, quoi. Mais je trouve que la scène est fait un peu redite par rapport à Fury Road. Je suis moins convaincu. Là où, par exemple, la scène finale entre Furiosa et Dementus, alors ça, là, je suis vraiment, je la trouve prodigieuse, quoi. Mais bon, c'est, je te dis, moi, je traîne avec énormément de gens qui sont des gros fans de Mad Max. Il y a ceux qui sont fans de Mad Max 2 et qui démordent pas du reste. Il y a ceux pour qui Mad Max et Fury Road, c'est chacun, enfin, je veux dire, il y a à manger pour tout le monde dans la saga. Et je comprends ce que tu veux dire, hein, quand tu dis il surjoue, clairement il cabotine à mort. Hein. Mais moi je vois pas Chris Hemsworth cabotiner. Je vois le personnage de Dementus cabotiner. Donc pour moi ça marche. Après si ça marche moins, ou en tout cas si pour toi tu vois Anya Taylor-Joy et que qu'elle t'impressionne à mort, et bah franchement tant mieux. Hein. Moi j'aurais bien aimé être un peu plus impressionné, mais carrément mais pourquoi pas. Hein. Ben moi pour ma part, j'ai envie de dire, bon, je vais un peu beauté en touche dans le sens où c'est vrai que je suis un peu d'accord avec vous deux, quoi. Moi à la sortie du film, alors moi une fois de plus je l'ai vu en VF, donc c'est un peu biaisé, mais en tout cas moi ce qui m'est sorti après avoir vu le film, c'est que j'étais surpris qu'il y ait autant de place à Dementus, mais agréablement surpris. C'est-à-dire que le perso je l'ai beaucoup aimé et il y a toutes les raisons de le détester tout au long du film, et je suis pas arrivé à le détester. Donc voilà, bon après on n'en dira pas plus, hein, mais voilà, il y a contrairement à d'autres vilains, on va dire, dans les Mad Max passés, où bon bah lorsqu'il arrive enfin voilà, quand tu finis par mourir, bon tu t'en fous, mais lui en ce qui se concerne, voilà, son sort voilà m'inquiétait un petit peu, quoi. Je me demandais un petit peu à quelle sauce il allait être mangé, et bon bah après voilà, on va pas révéler les choses, mais bon il a une dimension nettement plus tragique que les méchants précédents de l'univers de Mad Max n'avaient pas forcément. Quelque part pour moi, il me rappelle énormément de personnages de la saga, mais il a un petit truc du Tucker et de Johnny the Boy, enfin, du côté tragique que pouvaient avoir ces personnages, que n'a par exemple pas du tout Humungus, qui est juste un méchant monolithique, même s'il va sur le même terrain, parce que Humungus comme Dementus comme Humungus vont dire à peu près les mêmes phrases en disant mais moi aussi j'ai perdu un être cher. Il dit t'es pas la seule à avoir souffert, on a tous souffert, on a tous perdu, mais c'est Pappagallo dans Mad Max 2 dit exactement la même chose. C'est des choses qui sont récurrentes, mais de cette manière-là chez Dementus, et puis surtout ce qu'on ne peut pas dire, mais le destin du personnage et sa fin, là clairement on n'avait pas vu le truc venir. Hein. Je pense que pas grand monde avait vu le truc venir. Clairement. Ça crée un arc d'un coup où en fait on se dit mais en fait le personnage principal, en fait le truc principal de ce film, ce qu'on suit, c'est même pas Furiosa, c'est le premier geste qu'on voit faire quand elle cueille cette pêche, quoi. C'est la pêche, que le noyau que ramasse sa mère dans la tente, alors que c'est le biker qui est en train de la bouffer, joué par Tim Burns, qui jouait Johnny the Boy dans Mad Max 1, et qu'elle va suivre, qu'elle va garder avec elle dans ses cheveux ou dans sa bouche, et donc le fait qu'elle ait le crâne rasé ou qu'elle parle quasiment jamais, ça joue avec ça aussi, quoi. C'est vraiment encore une fois. Une dernière chose, c'est que moi, c'est un film, je pense qu'il faut absolument que je le revoie une deuxième fois, parce qu'il faut que je le digère, que je l'ingurgite, parce qu'il y a tellement, tu vois, le message a tellement, il est dense, le film, tu vois. On n'est plus dans Fury Road, là. On est dans quelque chose de beaucoup plus, un lore, tu vois. Il y a un vrai lore, qui est établi. Tu vois, et je pense qu'une deuxième vision s'impose, parce que c'est un film que j'adore, hein, et qui pour moi est un des meilleurs films de l'année. Alors moi, ce qui me fait de la peine, et juste là-dessus, les amis, c'est que malheureusement, à cause de l'échec du film, parce qu'il marche pas du tout, il y aura sans doute pas le Mad Max Wasteland, quoi. Est-ce que toi, t'as un petit peu des infos par rapport à ça? Bon, c'est trop tôt, j'imagine, bien sûr, mais... non, clairement, George Miller et la Warner me tiennent pas au courant de leur projet. Mais, tout ce que je peux dire, c'est que on avait récupéré des documents de pré-production de Furiosa.
qui date à l'époque où le film devait se faire en dessin animé en 2007-2008 par là, et que on nous a clairement fait comprendre qu'il fallait absolument pas qu'on fasse circuler ces documents parce qu'ils allaient pouvoir toujours servir pour la production éventuelle de The Wasteland. Donc même si clairement c'est mal barré pour deux raisons principales. Il y a le fait que Furiosa ait fait un gros bide, ça c'est clair, mais il y a aussi le fait que George Miller a 80 ans et que pour produire un film comme ça, c'est 50 boulots minimum et un tournage compliqué, et que c'est pas gagné. Mais c'est pas totalement, je pense que c'est pas totalement abandonné non plus. La plupart des articles qu'on lit, c'est des gens qui n'en savent absolument rien, ça c'est clair. Donc faut pas forcément s'y fier. Et puis si on regarde d'une manière générale la carrière de George Miller, Babe 2 ça fait un four, Mad Max 2, Mad Max 3 ça a pas marché comme ils espéraient, Happy Feet 2 ça fait un méga four, 3 millions à t'attendre ça fait un méga four. Il a fait malheureusement sa carrière est quand même remplie de films qui ont fait de gros bides au box-office. Bon, l'intérêt, c'est que les films, on s'en souvient, on les garde, et puis on oublie les résultats au box-office. Mais bon, c'est mal barré. En tout cas, pour Furiosa, il y a quelque chose qui est vraiment évident pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, Arcania. C'est que quand j'ai vu Furiosa la première fois, je suis sorti de la salle avec un pote de Rennes. On était vraiment très dubitatif. Et quand on est retourné le voir le lendemain, on a adoré. Et la plupart des choses qui nous posaient problème avaient disparu. Et c'est quelque chose que j'ai échangé avec parce qu'énormément de gens viennent me parler de Furiosa, forcément. Et tous les gens qui l'ont vu au moins 2 fois m'ont tous dit la même chose. J'étais dubitatif la première fois, mais en le revoyant, ah là là, c'est passé super bien. Donc, si je peux me permettre de donner un conseil, c'est voyez le film en version originale, c'est clair. Forcément. Et puis si vous l'avez vu qu'une fois et que vous n'êtes pas convaincu, redonnez-lui sa chance, parce que moi je suis allé le voir 6 ou 7 fois en salle, et plus je le vois et plus le film s'enrichit, et plus je le trouve hyper passionnant, quoi. Il sort en 4K, en Blu-ray 4K, tu le verras en VO, Jérémy. Ouais, c'est sûr. Tu le verras en VO là. C'est à la fois les doublages sont mal faits et à la fois les traductions sont ratées, quoi. Il y a aucune réinvention on perd toute la poésie des dialogues. Donc et là pour le film là, il y a quelques interprétations qui sont quelques personnages qui méritent vraiment d'être, c'est-à-dire que j'ai du mal à imaginer ce que peut donner Dementus en français, étant donné que une bonne partie de son personnage joue justement sur l'accent qu'il a donné, sur sa façon de parler et l'accent qu'il a donné à ses dialogues, quoi. Là il parle comme Thor, donc c'est un peu compliqué, quoi. Aïe, aïe, aïe. Bon, écoutez, merci Melvin en tout cas encore une fois d'avoir accepté l'invitation. On arrive au bout de cette émission, en tout cas de cet échange avec toi sur la saga Mad Max. Donc on a appris beaucoup de choses, c'était super intéressant. Je te remercie. Merci Arcania. Oui, non, c'est moi qui vous remercie. Merci pour l'invitation. Merci. En tout cas, j'espère qu'il y aura quand même Mad Max Wasteland. Voilà. Je c'est sûr. Bon, en tout cas, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Au revoir, bonne soirée.